Hello et bienvenue sur le podcast Entrepreneuse sans succès. Je suis Claire, entrepreneuse depuis près de 3 ans et je te partage ici chaque semaine des réflexions autour de l'entrepreneuriat, de l'organisation et des réseaux sociaux. Je n'ai pas pour ambition de t'aider à monter un business, non. Cependant, je sais que ce qui m'aide beaucoup au quotidien, c'est d'avoir ce genre de réflexion avec d'autres entrepreneurs. Alors si tu veux me rejoindre dans mon brainstorming, installe-toi, ça va commencer. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du lundi matin. Je suis trop contente de vous retrouver ce matin parce que là, ça faisait des semaines que j'avais pas publié de podcast, d'épisode. Je n'avais plus le temps. En fait, j'ai eu des petits soucis familiaux qui font que j'ai dû drastiquement diminuer ma charge de travail pour être présente pour mes proches. Et donc, j'ai privilégié mes missions freelance, il faut gagner de l'argent un petit peu quand même. Et donc, à côté de ça, je n'ai pas pu créer beaucoup de contenu. Donc, j'ai été un peu portée disparue pendant un temps. Mais me revoilà, je suis trop contente. Franchement, ça me fait du bien de faire ce podcast. J'adore ce format parce que, ça fait 2 fois que je recommence parce que vraiment, je parle trop. Donc, on sent que c'est... un mois sans parler, c'était beaucoup trop. Donc j'espère que je vais quand même réussir à cadrer cet épisode. Yes, je suis trop contente. On est dimanche soir, cet épisode sort demain. Et pour autant, je suis pas plus stressée que ça. Il est 22h. Mais tellement contente de l'enregistrer. Aujourd'hui, on va parler de ChatGPT. Oui, puisque je sais, vous l'avez certainement vu passer, je ne fais que parler de ça en ce moment. Oui, la semaine dernière, j'ai publié, je pense, 4 posts LinkedIn juste là-dessus. Et surtout, j'ai sorti ma première grosse vidéo, mon premier gros projet, ma première masterclass sur ma nouvelle chaîne YouTube, Claire No Code. Elle vous a énormément plu, donc merci à tous pour l'accueil que vous lui avez réservé, je suis trop contente. Cette vidéo, elle comptait énormément pour moi, c'était un peu une façon de me montrer à moi-même que j'étais capable de créer du contenu vidéo, parce que j'adore le contenu YouTube, j'ai déjà une autre chaîne YouTube pour ceux qui ne le savent pas à côté, mais sur une autre thématique, pas du tout la même cible, je parle aux jeunes d'orientation scolaire, donc vraiment on n'est pas du tout sur de la tech et du no-code, mais en fait j'avais envie de créer du contenu autour de mes sujets freelance, en fait de ce que je fais dans mon travail, et j'avais envie de me prouver que j'en étais capable. Parce que j'avais un peu ce stress de me dire non mais attends, est-ce que en fait tu sais parler de choses un peu plus techniques, un peu plus complexes et raconter une histoire? Parce que pour moi c'est important, une vidéo YouTube c'est pas là pour faire un tutoriel. Alors ceux qui veulent des tutoriels je comprends, c'est très bien, mais n'allez pas sur ma chaîne. Chez moi on est sur je vous raconte des histoires, voilà. Parce que moi les tutoriels en fait j'en fais plutôt des posts Instagram où je trouve que c'est beaucoup plus actionnable parce que je mets les étapes, par exemple, vous retrouverez actuellement sur mon compte Instagram les fameuses étapes qui m'ont permis d'automatiser la rédaction de mes brouillons par ChatGPT via Make. Mais en fait, j'avais pas envie de rentrer dans le détail dans la vidéo. Et d'ailleurs, je l'avais fait au début et je l'ai retiré parce que la vidéo était trop longue. Voilà, en fait, le truc, c'est qu'il y a tellement de choses à dire sur ces outils. Comment tu peux allier automatisation et intelligence artificielle que, franchement, cette vidéo, elle aurait fait peut-être 3 heures, 4 heures. Donc, on va éviter. Mais, du coup, comme j'ai beaucoup trop de choses à vous raconter, là, aujourd'hui, je vais vous faire un petit sum-up des 3 use cases les plus intéressants que j'ai imaginés. Je ne les ai pas faits parce que, honnêtement, ça nécessite derrière d'écrire des prompts et de les bosser parce que un prompt, ça s'écrit pas comme ça. Mais je vais vous expliquer un peu le scénario que j'ai imaginé pour le besoin que j'ai repérer. Alors ces besoins il y en a 2, ils sont quand même assez spécifiques aux créateurs de contenu puisque c'est un peu mon quotidien, mais franchement, le 3e use case qui sera en fait celui du milieu, je trouve qu'il est vraiment, il y a de fortes chances qu'il vous intéresse. Genre pour tous les entrepreneurs, on va parler de réponse par mail automatique, c'est hyper pertinent. Donc, bref, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter donc 3 use cases que j'ai imaginés qui permettent d'allier la puissance de l'IA et du no-code. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de faire un petit aparté et de vous parler un petit peu de discussions qui ont émergé ces derniers jours en échangeant avec vous sur les réseaux sociaux suite à ma dernière vidéo par rapport à ChatGPT. Alors, en fait, j'ai eu des messages des créateurs de contenu particulièrement puisque j'automatisais la rédaction de mes contenus qui me disaient mais en fait, est-ce que t'es pas en train de dénaturer ton propre travail en automatisant ta création de contenu alors que c'est ton job, tu vois? Alors, quand on est créateur de contenu, enfin en tout cas pour ma part, je suis sur différentes plateformes. Je suis sur YouTube, je suis sur une plateforme de podcast, celle sur laquelle vous écoutez actuellement cet épisode certainement. Je fais également des posts Instagram, des posts LinkedIn, des TikTok. Ça fait beaucoup. Voilà, c'est ce que je dis dans la vidéo, ça fait beaucoup. Et donc en fait, pourquoi je fais tout ça? Parce que il y a un format que j'adore, c'est le format vidéo YouTube.
Vraiment, c'est un de mes formats préférés parce que je trouve qu'il permet vraiment de me satisfaire intellectuellement en termes de créativité. Le deuxième format préféré que j'ai, on va dire, c'est les carousels sur Instagram que je reposte, qui marchent plutôt très bien aussi sur LinkedIn, donc j'ai de la chance qu'ils fonctionnent pour les deux plateformes. Et le troisième format, c'est simplement l'écriture. Mais j'ai envie de dire peut-être aussi le podcast, parce que je trouve que c'est des formats plus longs, où on peut rentrer plus dans la profondeur des choses et peut-être un peu moins préparé, un peu plus spontané, quoique l'écriture c'est quand même préparé, mais j'arrive à être spontanée aussi sur certains posts LinkedIn et ça me fait du bien. Donc la réalité des choses, c'est que pour valoriser des contenus que j'adore, je suis obligée, en tant que créatrice de contenu, de créer des formats que j'aime peut-être un petit peu moins, parce que ce sont ceux qui vont apporter le plus de viralité en organique. Donc par exemple, ces dernières années, on a vu TikTok apparaître, je ne vous apprends rien, et des créateurs de contenu propres à la plateforme naître et créer des contenus incroyables. Bon, moi j'en suis pas particulièrement une grande fan, une grande consommatrice, j'ai beaucoup de mal avec cette application. Pour tout vous dire, moi je fais une dizaine de TikTok par semaine sur mes différents comptes. J'ouvre l'appli, je publie, je pars. Voilà, c'est pas bien du tout. Hein. Limite, je réfléchis à prendre des jeunes en job étudiant qui pourraient pas aller sur TikTok regarder des contenus pour voir si ça boosterait pas un peu mes comptes. Mais j'arrive pas, en fait, à consommer du contenu TikTok, j'aime pas. Et donc, en fait, je ne suis pas en train de dire que demain, je vais demander à des intelligences artificielles de me remplacer pour des tâches que j'aime, des tâches créatives qui me nourrissent intellectuellement, telles que la création d'une vidéo YouTube, surtout que franchement, vu ce que je fais, je ne suis pas sûre que ça s'automatise, en tout cas pas aujourd'hui, de A à Z, et tant mieux, tu vois, genre, au moins ça me rassure sur le fait que mon travail a encore une valeur. Cependant, tu vois, je pense qu'à partir de mon travail, ChatGPT est capable de décliner mon contenu pour l'adapter aux autres plateformes, et que c'est là que les créateurs de contenu vont être intelligents pour réussir à mieux travailler demain, on va dire, enfin, en tout cas à être plus vu, c'est que en fait, si tu utilises ChatGPT au service de ta visibilité et non pour créer des contenus, parce que oui, hein, franchement, personne n'a envie de voir un contenu sans vie, sans rien, créé uniquement par une IA, mais en même temps, tu vois, j'ai fait des tests, on peut quand même arriver à des trucs hyper intéressants en termes de qualité de contenu écrit, et ça me choque pas forcément, par exemple, de faire cette vidéo ou ce podcast, et derrière de lui dire, bah voilà, t'as le script, j'ai écrit tout ça, surtout que mes pages Notion, elles sont géantes, trouve-moi 3 réels, bon évidemment faut rebosser le prompt, mais dis-moi quels sont les 3 extraits qui seront les plus engageants pour mes viewers, qui donneront le plus envie aux gens d'aller voir la vidéo. Je trouve pas ça choquant du tout, et je pense honnêtement que la question sous-jacente, elle est avant tout éthique, et est-ce que tu trouves ça éthique que de t'assister d'une intelligence artificielle ou pas? Et moi je suis partagée sur le sujet, parce que je vais rentrer un peu plus dans le deep des intelligences artificielles. Il y a des choses d'ailleurs que j'ai enlevées dans ma vidéo à ce sujet. Putain, ça fait déjà 9 minutes. Je me dis, les gens qui ont cliqué sur cet épisode pour avoir les 3 automatisations, là, ils en peuvent plus. Mais bon, c'est important, au pire vous avancez, mais c'est important qu'on vienne là-dessus. L'aspect éthique des intelligences artificielles. J'ai enlevé cette partie de ma vidéo YouTube parce que je me suis dit, vas-y, c'est trop deep, ça va trop loin. Cette vidéo durait 50 minutes pour votre gouverne de base. Je l'ai réduit à 20 minutes parce que vraiment, on partait beaucoup trop loin. Je vous expliquais qu'est-ce que c'était qu'une intelligence artificielle, comment fonctionnait un modèle de données, comment c'était entraîné, d'où venaient les données. J'ai tout retiré pour ne garder que, comment j'ai fait pour entraîner cette IA et comprendre comment elle fonctionnait, quoi. En gros, je voulais vraiment faire un vrai storytelling autour de comment j'ai réussi en un mois à dompter cette IA pour la mettre à mon service. Je trouvais que c'était une bonne façon de donner envie aux gens de s'y intéresser. Mon objectif était plutôt là, et je pense que certains, ça a marché. D'autres m'ont reproché de ne pas être assez dans le tutoriel. C'était pas mon objectif. Le tutoriel, vraiment, ça m'intéresse pas sur YouTube. Retrouvez mes posts sur Instagram avec les tutos page par page, et ce sera beaucoup plus simple pour vous de vous y retrouver. Mais bref, tout ça pour dire que la question éthique derrière les IA, c'est que en gros, pour qu'une IA comme ChatGPT sache autant de choses, il y a forcément un max de données derrière. Et ces données, si tu veux, il y a forcément un moment des gens qui checkent si elles sont bonnes ou pas. Et je parle même pas de vrai ou pas, c'est que le fameux problème des intelligences artificielles, c'est que si elles pompent directement les données sur Internet, il y a plein de choses qu'on n'aime pas, tu vois. D'ailleurs, j'ai dit cette phrase qui en a choqué plus d'un, que j'avais dit que j'ai dit que l'IA était raciste. Alors, c'était un raccourci pour expliquer que si elle n'était pas entraînée de la bonne façon, elle pouvait avoir des comportements racistes, tu vois. Bref, ce n'est pas grave, ça ne sert à rien de répondre à ça. Mais tout ça pour dire que éthiquement, aujourd'hui, OpenAI a des questions à se poser.
parce que en fait, aujourd'hui, ils embauchent des personnes dans des pays très défavorisés pour justement aller vérifier si les données sont bonnes ou pas. Et donc, ces gens, en fait, leur taf est assez horrible, on va pas se mentir. Ils sont très mal payés pour passer leur journée à regarder des scènes de viol d'enfants, des textes hyper violents, des images hyper violentes pour justement retirer ces données de l'apprentissage de GPT-3. Et donc ça, en vrai, on n'en parle pas trop et les gens sont plus dans la face émergée de l'iceberg de se dire tout est beau, tout est beau. C'est comme toute industrie, en fait. On est dans un monde capitaliste. Quand on parle de fringues, en fait, on ne peut pas nier que derrière, il y a tout l'aspect fast fashion. Est-ce que pour autant, demain, tu vas arrêter de t'habiller ? Non, mais tu peux t'habiller différemment. Tu peux aller voir des marques plus éthiques, tu peux réfléchir en fait à ton comportement de consommateur. Eh bien, pour l'intelligence artificielle, je pense que c'est pareil. Typiquement, moi j'ai hâte, en vrai, d'avoir la possibilité de payer pour utiliser ChatGPT. Pourquoi je dis ça ? Parce que je me dis, et j'ai espoir en fait pour l'instant dans cette entreprise, qu'ils vont rémunérer des gens d'une meilleure façon au moins pour checker les données. Parce qu'il faudra forcément des gens pour checker les données, en fait, c'est normal, tu vois. Il n'y a pas le choix. C'est forcément un humain à un moment qui va dire « cette donnée, je veux qu'elle rentre dans ma base de données ou pas, en fait ». Et donc, j'aimerais au moins qu'ils soient rémunérés à la hauteur de la pénibilité de leur travail. D'où le fait que j'ai hâte de payer. Et quand je dis ça, les gens, ils adorent le gratuit, les gens. Mais en fait, quand tu veux du travail de qualité et que tu veux que les choses soient faites éthiquement, de manière responsable, etc., t'es obligé de payer. Bref, donc là, on arrive dans le débat éthique de est-ce que utiliser ChatGPT est bon pour la planète ? Il y a plein d'autres débats derrière, c'est que ça demande énormément d'énergie. Je pense honnêtement que demain, ça ne sera pas viable tant qu'on n'a pas... Enfin, j'ai espoir qu'on découvre un jour la fusion. Bref, nucléaire, je parle. Parce que, en fait, si on n'a pas l'énergie nécessaire pour faire tourner tous ces ordinateurs avec ces grosses bases de données, pour faire très très simple, attention, je vais me faire taper dessus parce que je simplifie beaucoup trop les images, mais si on n'a pas l'énergie pour, en fait, demain, utiliser ChatGPT, ce sera vraiment totalement insensé pour la planète. Parce que, oui, franchement, utiliser un ordinateur pour lui demander à quelle heure se lever le matin, parce que oui, il y en a qui demandent ça, pas du tout justifié en fait. Pas du tout justifié. Non. Et donc du coup, c'est pour ça que je suis persuadée que l'avenir des IA dépend très étroitement de l'avenir de l'énergie. Bref, on va dans un débat philosophique, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, moi, je l'utilise parce que j'estime que c'est une avancée, une innovation, et qu'il y a moyen de faire mieux les choses, mais que c'est certain, aujourd'hui, il y a plein de choses à redire. C'est certain, en fait. Il y a plein de choses qui vont pas, mais j'ai vraiment espoir que ça s'améliore avec le temps. Voilà, et je vais suivre ça de très très près. Donc j'espère que j'aurai répondu aux questions éthiques que les gens ont soulevées. Je trouve que le débat est intéressant, c'est juste que c'était pas l'objet de la vidéo. Donc autant en parler ici, puisque c'est ce qu'on a dit, le podcast c'est l'endroit pour discuter, pour prendre son temps. Et donc on va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet avec ces 3 fameux use cases que j'ai imaginés pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de la diversité de toutes les choses qu'on peut faire quand on pense à allier intelligence artificielle, donc en l'occurrence ici ChatGPT, et le no-code, donc en l'occurrence Make, pour la partie automatisation. Alors, le premier use case est extrêmement simple et je trouve que c'est ce qui fait sa puissance. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui envoient des newsletters chaque semaine et qui, en fait, reposent énormément de leur business dessus. Leur visibilité se trouve sur une plateforme, maximum 2, et on parlera de ça plus tard, mais imaginons, ce sont des gens qui sont sur LinkedIn, ils envoient une newsletter par semaine, eh bien, il est possible dès aujourd'hui avec Make d'automatiser en fait l'optimisation de ta newsletter pour ton référencement SEO et automatiquement la poster sur ton blog. En fait, pour réussir à faire ça, il faut juste décliner les différentes étapes et j'ai pas bossé les prompts mais je sais que c'est possible de le faire, donc si vous voulez le faire n'hésitez pas. Donc la première étape ça va être de rédiger le titre de l'article de blog. Donc en l'occurrence ici moi je récupérerais bien l'objet de l'email ou je l'optimiserais un petit peu mieux et pour ça je pense qu'il est vraiment possible de faire un prompt. Vraiment il n'y a pas de débat, tu lui donnes je sais pas
une trentaine de titres que tu as l'habitude de publier, tu lui donnes des règles SEO à suivre, tu lui donnes en entrée aussi des mots-clés sur lesquels tu souhaites remonter pour qu'il puisse adapter le titre à partir de l'objet de l'email. Moi, je repartirai de l'objet pour le titre. Peut-être que je repartirai aussi du contenu. Mais je pense que l'objet, c'est tout aussi simple à voir. Mais donc, en tout cas, il est possible d'avoir un premier prompt qui nous permette de récupérer le titre de l'article. Ensuite, concernant l'article de blog en lui-même, moi, je repartirai vraiment du contenu de la newsletter et je l'optimiserai. C'est-à-dire qu'en général, dans une newsletter, quand tu la lis, tu te rends compte qu'il y a différentes parties. Et ce que je ferais, c'est que je récupérerais que la partie, on va dire, contenu, pas la partie bonjour, machin du début, mais vraiment la partie contenu qui apporte de la valeur, quel est le sujet du jour. Et je dirais à GPT-3, voilà, j'aimerais remonter pour cette newsletter sur tel mot-clé, tel mot-clé, tel mot-clé. Et en fait, de cette façon, je suis sûre qu'il est possible de faire un prompt qui optimise le contenu de ta newsletter pour le retravailler en fait, pour ajouter des mots et tout de manière intelligente dans ton texte pour le transformer en article de blog. Toi, tu n'auras plus qu'à checker. Je pense honnêtement que c'est totalement possible avec un bon prompt. Et enfin, la dernière chose que je ferai avec le module OpenAI GPT-3, c'est d'utiliser la génération d'images qui est associée à DALL-E pour créer une miniature de l'article, pour avoir une petite image, une petite vignette en fait, qui irait directement sur mon blog. Voilà, et franchement ça c'est déjà possible en gros. C'est-à-dire que là je vous ai dit il y a 3 prompts, et donc en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre en entrée donc votre newsletter, ainsi que les mots-clés sur lesquels vous souhaitez remonter. Donc vous devez juste en gros, entre guillemets, juste avec des gros guillemets, dire à GPT-3 en entrée, bah voilà, j'ai fait mes recherches, je veux remonter sur tel mot-clé, tel mot-clé, tel mot-clé, en ayant recherché par rapport à votre newsletter quels sont les mots-clés pour vous optimiser en termes de SEO. Voilà les règles de SEO, donc là vous lui faites un petit prompt qui explique les règles à respecter que vous attendez, même si je pense qu'il s'y connaît, mais quand même, je pense que je checkerai si ça marche pas mieux en lui détaillant vraiment la structure que j'attends avec, on sait que le SEO ça marche bien avec H1, H2, H3, bref, le fait que l'article soit bien structuré. Et en fait en sortie, ça irait mettre l'objet avec les différentes parties directement dans mon CMS sur Webflow, parce que j'utilise Webflow pour mon blog, pour directement publier l'article. Et je pense honnêtement que ça se fait. Je l'ai pas testé, mais je pense vraiment qu'on peut faire les prompts, les optimiser et réussir à, du coup, à J+7 de la publication de sa newsletter, à avoir dans son... tu vas dans ton Webflow, tu vois l'objet qui est en attente de publication, t'as plus qu'à le relire, le valider, ça te prend 10 minutes au lieu d'1 heure, et comme ça, hop, tu optimises le référencement SEO de ton site, de ton blog, et tu te détaches de l'importance du réseau social sur lequel tu as développé ta communauté, parce que franchement, c'est très bien d'avoir une communauté sur les réseaux sociaux, mais être référencé en SEO, c'est aussi très cool. Voilà, donc ça c'était le premier use case. Je pense que je le testerai en entier, parce que je le trouve très intéressant. Le deuxième use case, qui moi je l'ai déjà testé parce que je trouve que c'est trop bien vraiment, c'est de générer les brouillons de mes réponses email. Donc là simplement en entrée je lui dis voilà en fait dans telle boîte mail ce sont des mails pro et tout, donc je lui ai détaillé un peu le contexte de la boîte mail en question et je lui dis voilà telle personne ce sont mes clients. Et en fait, de cette façon, il sait quand les mails de telle personne arrivent, de quelle façon il doit se comporter. Donc là, j'ai créé un prompt exprès pour ça. Et donc du coup, il récupère en entrée l'objet de l'email, il recherche les questions. Et en fait, j'ai différents prompts qui itèrent jusqu'à arriver à un brouillon de réponse. Et le brouillon arrive directement dans ma boîte mail. Alors, aujourd'hui, c'est faisable avec d'autres outils. Parce que là je vous parle des modules OpenAI et de Make, mais j'ai découvert qu'il y avait des boîtes, c'était évident qu'il y avait déjà des boîtes qui en fait se sont déjà emparées de l'intelligence artificielle pour réussir à créer justement ces outils d'auto-réponse de mail. J'en ai testé, franchement c'est assez impressionnant, donc très très cool. Moi j'avoue je l'ai re-automatisé sur Make pour tester, pour me rendre compte que c'était possible, puis j'aime pas multiplier les outils, puis c'est un peu mon taf de tester des automatisations, donc voilà, j'ai fait ça. Très très cool. Et enfin le dernier use case qui est un peu plus long et je vais vous le détailler, c'est ce que j'ai appelé l'automatisation de la pyramide de contenu de Gary Vee. Donc là on en arrive à ce fameux débat éthique du début qui est est-ce que c'est ok pour les créateurs de contenu d'automatiser leur création de contenu? Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal? Alors les créateurs de contenu je suis entièrement d'accord, qui font ça par passion etc. Mais moi typiquement il y a des contenus que je crée, c'est pas de la passion, c'est juste de la mise en avant du contenu passion.
et c'est ok en fait. C'est normal d'avoir envie que son contenu qu'on a vraiment kiffé et passé des heures, la dernière vidéo typiquement YouTube que j'ai sortie, on parle d'une centaine d'heures de travail. C'est normal que j'ai envie de faire 2-3 posts à côté pour la mettre en avant. On peut partir sur cette base-là s'il vous plaît, merci. Donc, à partir de là, en fait, la pyramide de contenu de Gary Vee, donc pourquoi Gary Vee? C'est parce que c'est lui qui a développé ce modèle, cette logique, il est en fait de dire que bah voilà, tu pars d'un contenu méta, je sais pas comment on dit. En fait, tu pars d'un contenu qui est ton gros contenu, celui sur lequel tu as énormément travaillé, que tu vas genre prendre des petits bouts, subdiviser en petits contenus que tu vas pouvoir diffuser sur toutes les plateformes pour être un maximum visible et en fait réussir tout simplement à faire la promotion de ton gros contenu. Et ça, moi, j'adore ce concept. Et je pense, je ne l'ai pas fait, mais c'est un peu ce que j'ai commencé à faire en fait dans ma vidéo, qu'il est possible de décliner tous ces contenus automatiquement. Alors, je pense qu'il faut trouver les bons prompts, mais typiquement, j'ai commencé à créer des prompts qui me permettent d'adapter mes posts LinkedIn sur Instagram, parce qu'en fait, juste, je parle pas pareil. J'ai demandé à ChatGPT en lui mettant des posts LinkedIn qui avaient bien marché pour moi en entrée, des posts que j'ai écrits moi-même. Je lui ai demandé de me dire, bah voilà, quel est mon ton ? Quel est mon style d'écriture? Comment tu décrirais ma façon d'écrire, en fait? Et de cette façon, bah, j'ai comme un petit prompt de fin dans lequel je lui dis, bah voilà, j'aimerais que, donc, avant, je lui dis j'aimerais que tu fasses ça, et après, je lui dis en respectant les règles suivantes, et là, je lui dis genre, je dois avoir un ton sympathique, machin, etc. Enfin, je vais pas vous dire exactement tout le ton que j'utilise, mais par exemple, je lui dis en respectant les règles suivantes, commence par une phrase d'accroche directe et critique qui soulève une opinion non populaire et tranchante qui choque le lecteur. Ça, c'est un exemple de règles que je lui dis pour LinkedIn, tu vois. Et donc, en fait, j'arrive pour un réseau social donné et un compte donné, parce que bah, sur Instagram, j'ai 3 comptes, 3 audiences différentes, à avoir genre comme 10 règles qui lui permettent d'être au plus proche de moi. Et donc, quand je lui mets en entrée non seulement mon script de vidéo YouTube, que je lui demande de me trouver les 3 idées clés les plus importantes, et ensuite de me rédiger un post sur chaque idée clé en respectant les règles suivantes, là on arrive à un truc quand même hyper intéressant, enfin en tout cas moi je trouve que ça commence à être hyper intéressant, et ça me permet d'avoir des brouillons vraiment encore plus bossés, encore plus efficace. Et donc c'est pour ça que je pense que vraiment si on pousse ce truc à fond, mais je me dis on peut me faire un sas, hein, mais là c'est mon côté entrepreneuse qui a envie d'aller encore plus loin, mais je pense qu'on peut faire vraiment des trucs de ouf en repartant du modèle de Gary Vee, en utilisant l'IA et le no-code, on pourrait mais aller super loin dans la déclinaison de contenu. Et d'ailleurs ça me fait trop rire parce que dans ma vidéo j'arrive pas à faire des réels, c'est un peu le débat, c'est que j'ai les idées de contenu, par exemple pour Bref Futur en ce moment, tout le monde s'inscrit sur Parcoursup, donc j'ai réussi à poncer le sujet de long en large et en travers, et genre j'ai tourné genre 16 réels sur le sujet de Parcoursup, parce que comme je connais le sujet par cœur, ça n'a pas été compliqué de trouver des idées, mais tous mes brouillons de réels ont été rédigés par ChatGPT. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me permet de gagner un temps fou. Donc la méthode de Gary Vee de déclinaison de contenu, je suis persuadée que c'est possible de l'automatiser et de faire genre comme un méga workflow sur Make qui te permet dans Notion d'avoir plus que les pages à genre check de c'est bon, c'est bien rédigé, c'est bon, c'est bien rédigé, hop, réel à tourner, hop, petite newsletter à écrire, bref, voilà. Petit bilan aussi pour ceux que ça intéresse. Actuellement, je sais que vous me l'avez demandé, donc je vous le dis. Actuellement sur Make, il y a 4 modules qui existent. Et moi j'utilise Create a Completion, mais il est possible d'utiliser Create and Edit. Et je pense qu'il est très pertinent de l'utiliser pour la déclinaison de contenu parce que c'est celui qui va vous permettre par exemple de lui dire... transforme-moi cet article, c'est-à-dire tu gardes exactement les mêmes informations mais tu changes tout le ton, tout le style, etc. Et je pense que c'est celui-là qu'il faudrait tester pour la déclinaison de contenu. Il y a Create a Moderation où en fait j'ai pas encore trouvé d'usage. J'ai testé différents trucs, j'y arrive pas. En fait, typiquement, je pense que ça pourrait plutôt être aux réseaux sociaux d'aller utiliser cette fonctionnalité d'OpenAI pour optimiser le fait qu'on ne voit pas les commentaires non constructifs, sexistes et tout ce que vous voulez, parce que ça par contre, il y en a sur les réseaux, c'est très sympa d'ailleurs quand t'es une femme. Et enfin, le dernier modèle, c'est Generate an Image, et là du coup, ce que je vous disais, c'est que vous pouvez l'utiliser par exemple pour la miniature de votre article de blog. Enfin, j'espère que ces idées de workflow, de use case qu'il est possible de faire en alliant IA et automation vous aura inspiré. Je suis très très branchée création de contenu, c'est mon travail, je suis persuadée que vous là, si vous avez un autre métier, vous avez eu le cerveau en feu et que vous avez eu plein d'idées, si vous en avez, n'hésitez pas à me les partager, je serais hyper curieuse parce que j'adore
tester des trucs. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn, je réponds à tout le monde, pour me dire j'ai une idée de faire telle automation, je serais ravie de tester avec vous, j'adore ça. Voilà, donc on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve dès la semaine prochaine dans un nouvel épisode et puis toute cette semaine sur LinkedIn, sur Instagram. Bye! Go.